Bonsoir le Béarn en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Nous sommes le 1er mai, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et très heureux de vous retrouver, y compris un jour férié, absolument, avec nos invités, avec le contenu de cette émission qui va être un petit peu spéciale. Ce soir, nous n'aurons pas nos collègues de la République des Pyrénées et de Sud-Ouest avec nous, mais nous aurons, cela dit, un beau panel d'invités. Dans quelques minutes, c'est le représentant de la mosquée de Pau qui sera avec nous en liaison afin de parler du Ramadan qui se poursuit jusqu'au 23 mai et en période de confinement, beaucoup de questions se posent sur la façon dont celui-ci peut se tenir. Nous aurons évidemment une antenne ouverte avec plusieurs initiatives qui sont mises en place. J'aime mon bistrot qui permet aux cafés, hôtels, restaurants de bénéficier d'une démarche solidaire tout à fait originale. Nous converserons également avec le théâtre Passage, animé par Jimmy Azoguet qui sera en liaison avec nous tout à l'heure pour la partie culturelle. Mais pour l'heure, nous allons démarrer ce premier numéro de cette première partie de Bonsoir le Béarn après le générique avec un entretien mené avec Vincent Michaud. Vincent Michaud, il est à la tête des Miels Michaud qui, dans cette période tout à fait particulière, sont confrontés à deux choses. D'abord, l'obligation de servir les différents pays qui sont aujourd'hui clients des Miels Michaud et puis de réagir face à cette crise du Covid-19. Un entretien qui démarre après le générique que voici. Si vous nous suivez sur Pau.fr, si vous nous suivez sur la République des Pyrénées.fr, sur Sud-Ouest.fr, sur le Sillon.info ou bien sur la chaîne locale.tv, quelle que soit l'heure, en direct, peut-être aujourd'hui en ce 1er mai de 17h à 19h ou bien en replay, vous êtes bien entendu les bienvenus pour cette dernière ligne droite de Bonsoir le Béarn. Nous en sommes déjà, regardez aujourd'hui, à la 44e émission, lancée simplement 72 heures après le début du confinement et nous allons perdurer dans ce format quotidien de 2 heures de talk jusqu'au 15 mai. Avant de passer à un nouveau format dont je vous parlerai dans quelques jours. Depuis 4 générations, le miel est la passion de la famille Michaud apiculteur et Vincent Michaud est avec nous pour évoquer la façon dont cette entreprise très importante dans notre territoire et d'une façon générale très importante au niveau international dans son secteur d'activité a réagi face à cette crise du Covid-19 alors même que les commandes de miel n'ont pas cessé. Il est avec nous en ligne. Bonsoir Vincent Michaud. Bonsoir Éric, et bonsoir à tous. Très heureux de pouvoir converser avec vous. C'est une famille, c'est la 4e génération déjà que vous incarnez. Oui, parce que 2 de mes filles travaillent dans l'entreprise, donc c'est la 4e génération. Moi, je suis la 3e génération. C'est ça, vous êtes la 3e, mais c'est en 1920 que l'histoire a démarré pour vous. Voilà, l'entreprise a été créée par mon grand-père Yves Michaud en 1920. En fait, il a acheté une propriété dans la région et il a trouvé 3 ruches dans cette propriété. Alors qu'il était ingénieur de formation, il s'est passionné pour ces ruches. Il a développé ces ruches, il a mis au point des techniques d'apiculture et l'entreprise est partie de là. Avec un côté très précurseur d'ailleurs de sa part, parce que ce côté précurseur, anticipation, on va en parler aujourd'hui, sur la façon dont vous réagissez, vous préparez l'avenir, mais déjà quelque part, Yves Michaud, son trait principal, sa caractéristique, de ses caractéristiques principales, c'est d'être un précurseur dans son domaine. Oui, Yves Michaud en fait a mis au point tout un tas de techniques apicoles nouvelles. Avant lui, le miel était extrait par pressage et donc dans le miel, il y avait beaucoup d'impuretés. Il y avait du couvain, enfin, il y avait des traces d'abeilles en fait dans le miel. Et lui a mis au point le système de centrifugation et également d'extraction avec des picoteuses qui a permis d'extraire les miels de calune dans les lampes. Donc des technologies nouvelles qui ont permis d'obtenir des miels de très grande qualité. Alors, au fil des années, l'entreprise a énormément évolué. Depuis 4 générations, tous les mets d'abord de famille Michaud apiculteurs sont mis en pot à Gand, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une spécificité de l'entreprise.
Oui, l'entreprise commercialise ses miels dans 73 pays aujourd'hui Ouais. et tous les miels sont mis en pot à Gand. Et d'ailleurs, ça surprend toujours Ah oui. beaucoup de monde parce que d'habitude, on fait plutôt l'inverse. On fabrique hors de France pour vendre en France, mais nous, on fait l'inverse. Nous, on fabrique en France pour vendre partout dans le monde. Avec combien d'apiculteurs est-ce que vous collaborez? Alors d'abord au niveau français, mais après donc avec tous les pays dont vous venez de parler. Alors, en France, il y a 1700 apiculteurs qui font partie de notre répertoire. De façon régulière, en fait, on est à 850 apiculteurs qui nous livrent tous les ans. Et par contre, dans le monde, alors là, il y a des milliers, le nombre exact, je ne sais pas exactement. Impossible de le recenser. On peut dire aujourd'hui que vous êtes le premier, le principal promoteur des miels français en France et dans le monde entier. Ah, nous, en France, là, il n'y a pas, Il n'y a pas photo en C'est pas- France. En France, il n'y a pas ouais. photo. En, en fait, la production française, c'est de l'ordre de 15 000 tonnes de miel et nous en vendons à peu près 20 000 tonnes par an. Et donc, nous sommes de très très loin le premier vendeur de miel français. Et, et dans le monde également, nous sommes le premier intervenant, vu que le marché du miel est un marché très atomisé. Dans tous les pays du monde, il y a plusieurs intervenants miel. Et même dans chaque État américain, il y a une dizaine d'intervenants dans chaque État américain, ce qui fait que la plus grosse entreprise américaine fait à peu près le tiers de notre chiffre d'affaires. Ah oui. Quel est aujourd'hui le nombre de collaborateurs que vous avez aujourd'hui au sein de l'entreprise? Aujourd'hui, il y a de l'ordre de 260 collaborateurs sur le site de Gand. Alors bon, on a aujourd'hui un deuxième site au Canada, à Thetford Mines, qui est spécialisé dans l'embouteillage, dans la sélection et l'embouteillage du sirop d'érable. Et nous avons ouvert ce site il y a peu de temps. C'est une usine qui est ultra moderne et qui est le premier site agroalimentaire qui est carbone neutre en Amérique du Nord. Alors, c'est intéressant de vous avoir aujourd'hui parce que non seulement on va parler de la façon dont une entreprise comme la vôtre a réagi face à la crise du Covid-19, ne serait-ce qu'en termes d'organisation interne, mais vous êtes au cœur même de ce qu'on appelle l'internationalisation des échanges, que ce soit d'ailleurs au niveau des miels qui entrent chez vous, vous le disiez, mais ce que vous exportez également à l'extérieur et cette crise bouscule complètement les rapports internationaux. Donc ça va être intéressant de voir comment vous réagissez déjà par rapport à ça et puis comment vous pouvez anticiper ou pas l'avenir avec toutes les questions et les interrogations qui se posent. D'abord sur la sécurité, sur l'organisation même dans l'outil de production à Gand avec les collaborateurs. Comment a-t-il fallu réagir dès les premières minutes de cette crise? Alors, lundi 16 au matin, on avait justement un comité de direction. Et donc, à 9 heures, tous les cadres dirigeants de l'entreprise étaient réunis. Et on a pris la décision, juste après pendant cette réunion, pour application immédiate, d'envoyer tout le personnel administratif et commercial en télétravail. D'accord. Donc, il y avait 2-3 personnes qui n'étaient pas équipées d'ordinateurs. Donc, on a pris nos dispositions pour les équiper sur le champ. Et 100% des bureaux se sont vidés. Et sur l'entreprise, dans les bureaux, il restait que ma fille, Marie et moi-même. Et donc, nous nous sommes concentrés sur la production. Alors, il y avait un effectif un petit peu plus réduit. Il y avait à peu près 25% d'absentéisme lié aux mères de famille qui perdaient leurs enfants, lié à des personnes fragiles au niveau de la santé qui ne pouvaient pas venir travailler. Mais avec 25% d'effectifs en moins, donc, il a fallu produire. Et on a été submergé par les commandes. On a pensé dans un premier temps que cet afflux de commandes était lié au stockage qui précédait le confinement, mais on s'est aperçu par la suite qu'au contraire, en fait, il y avait une très forte évolution de la consommation de miel et de sirop d'érable. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous parlez de très forte augmentation, c'est quoi? C'est 50% de plus? C'est 80% de plus? Alors, sur le mois de mars, donc le mois de mars étant clôturé, je peux vous dire le chiffre exact, au niveau des miels vendus dans les circuits de distribution, les miels en pot, la progression a été de 83%. Oh, ah oui. Mais par contre, il y a eu un effondrement des commandes pour la restauration hors foyer. Un gros vendeur de coupelles et de miel à la restauration. Et donc, nous avons progressé globalement de 56% au total, compte tenu des fortes régressions sur la restauration hors foyer. Et sur le mois d'avril, nous sommes sur une progression qui est à peu près identique. Je crois qu'il y a de 78% à la date d'aujourd'hui au cumulé. Il reste encore un jour à facturer. Hier, elle était de 78% pour le miel conditionné et on était à
près 55 ou 56% de progression totale. Mais cette demande très forte, elle a été ressentie principalement dans un pays comme la France ou les pays européens limitrophes, ou vous l'avez ressentie également sur l'ensemble des pays que vous servez au niveau international? Alors, on l'a ressenti dans l'ensemble des pays. L'Italie est à plus de 100% de progression, l'Espagne est à plus de 50% de progression, la Suède, le moderne, à 40% de progression. Donc, en fait, sur toutes nos filiales et sur tous les pays que nous exportons, nous avons vraiment un développement très important des ventes. En fait, on a vraiment l'impression que le confinement amène les gens à revenir sur des produits authentiques, naturels. Et le miel est quand même le produit authentique, naturel par excellence. Et les consommateurs, dans cette période de stress, se disent waouh, il y a quand même des produits qui font partie de notre histoire, qui sont des produits qui sont utilisés depuis l'époque des pharaons comme la gelée royale, qui servent en fait à renforcer les défenses immunitaires. Tous ces produits naturels en fait sont présents dans l'inconscient collectif. Et les gens, quand ils sont stressés, on a l'impression que les réflexes reviennent et donc ils se tournent sur ces produits. Alors c'est d'autant plus vrai, j'imagine, sur des produits comme les vôtres qui, en termes alors de savoir-faire, de production, ont su conserver finalement la valeur du naturel, l'authenticité dont vous parliez, mais qui au fil du temps ont beaucoup évolué également dans la praticité, parce que c'est l'un de vos atouts également du côté de votre entreprise, c'est d'avoir su faire évoluer la facilité que vous pouvez avoir pour consommer un produit qui reste authentique, lui à l'intérieur des flacons. Oui, une entreprise qui a été créée par un ingénieur, c'est normal qu'on garde un petit peu l'esprit pratique et qu'on se préoccupe de l'utilisation du produit. Et en fait, c'est vrai que le miel, il y a 30 ans, avant qu'on invente le tartine-miel, le miel, c'était vraiment un produit emmielant à mettre sur les tartines. Et aujourd'hui, donc, ça devient un produit beaucoup plus facile à l'utilisation. Il y a eu d'abord le tartine-miel qui a été créé en 1992. Et puis après, en 2000, l'entreprise a eu l'Oscar de l'emballage avec le fameux squeezer à valve qui était en silicone à l'époque. En fait, aujourd'hui, on trouve ce système de valve sur les sur les ketchup, sur des shampoings, sur plein de produits cosmétiques. Et on a eu l'Oscar de l'emballage pour cet emballage. Et personne peut s'imaginer que c'est une petite entreprise bernaise et qui a eu l'idée, qui a mis au point ce type d'emballage et qui a été repris par tous les grands de l'agroalimentaire et de la cosmétique dans le monde. Par la suite, c'est pour ça que je voulais faire cette parenthèse, autant que je me souviens, Vincent, nous avions ensemble déambulé et visité au cours d'un reportage vidéo que vous nous aviez confié l'entreprise à peu près à ce moment-là, au début des années 2000, et on voit bien après de quelle façon, en effet, cette technicité, finalement, c'est beaucoup plus standardisé par la suite. Mais aujourd'hui, moi, il y a une question qui m'interroge, c'est comment vous arrivez dans la situation actuelle à maintenir un tel niveau de livraison, alors même qu'on imagine les échanges internationaux de la logistique, avec des complexités absolument sans précédent. Alors, moi-même, je suis étonné et je suis émerveillé de voir l'implication des personnes de l'entreprise dans ce contexte. À partir du lundi 16, je me suis rendu à la production tous les jours à faire le tour des lignes de conditionnement. Il y en a 14 sur l'entreprise. Les premiers jours, les personnes qui venaient étaient vraiment effrayées par le contexte. Souvent, leur conjoint leur disait « mais non, va pas travailler, ça serait tellement plus sage, plus prudent de rester à la maison ». Et en fait, ils ont tous été animés par le sens du devoir. Le sens du devoir dont parlait notre président, justement, quand il faisait référence à la deuxième ligne. Eh bien, les personnes de l'entreprise ont pris conscience de leur devoir d'alimentation envers les populations. Et donc, il y a eu une mobilisation générale, une volonté de servir les concitoyens et de servir l'entreprise. Et j'ai été émerveillé, enfin vraiment, j'étais tous les jours, quand j'arrive sur l'entreprise, je me dis « waouh, c'est quand même une superbe équipe ». Je trouve ça tout à fait extraordinaire. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, il y a le process, il y a ce qui a pu être mis en place au niveau marketing, les accords commerciaux, etc. Mais enfin, à la base de tout ça, il faut bien des hommes, des femmes, d'ailleurs, pour produire, pour réaliser la prouesse de continuer la production. Oui. Et d'ailleurs, la production, c'est quelque chose qui est essentiel. Et d'ailleurs, plusieurs fois, j'ai eu des discussions avec les personnes sur les lignes de production, justement, en leur disant, vous voyez passer des pots
à des cadences très rapides, 8000 pots à l'heure sur les principales lignes de l'entreprise. Et on discute, on se dit, mais chacun de ces pots qu'on va passer très vite, chacun de ces pots va donner un très grand bonheur à une famille pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, des familles vont se retrouver autour du pot de miel et vont passer un très bon moment grâce à notre produit. Et donc, les personnes qui travaillent sur l'entreprise ont toutes fait un stage de formation organoleptique pour pouvoir découvrir les différentes saveurs des miels, et que les gens soient en comptabilité, sur la production, ou dans le commerce, ou dans les achats. Ici, tout le monde est un spécialiste du miel et tout le monde est passionné par le produit miel. Ah, c'est formidable de raconter ça. Mais ce produit miel, est-ce qu'il y a des risques à un moment donné que vous n'en soyez plus, entre guillemets, approvisionné? Parce que tout à fait au départ, j'entends que l'entreprise a su se mobiliser, j'entends que les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise ont su se mobiliser, mais est-ce que vous ne risquez pas d'avoir un manque simplement de matières premières également? Alors, c'est la question que je me pose tous les jours, parce qu'auparavant, il y avait une centaine de personnes qui travaillaient dans les bureaux, et là, il n'y a plus personne, vraiment. Donc, il y a une enfilade de bureaux vides, et je me dis, waouh, mais comment ça se passe pour qu'on reçoive exactement les quantités voulues tous les jours et qu'on puisse continuer à s'approvisionner à travers le monde, en France? Et en fait, les gens sont en télétravail, mais nous avons un super système d'information. Il y a une dizaine d'années, on a fait le choix de basculer notre système informatique sur SAP, qui est le système d'information qui fait tourner toute l'aéronautique, les grands constructeurs de voitures allemandes et toutes ces entreprises qui manient beaucoup de références avec une très grande complexité et pour lesquelles on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'avais pris l'option de basculer sur ce système-là, qui est très lourd à mettre en place, mais par contre permet de contrôler tous les flux d'entreprise, tous les flux financiers, tous les flux documentaires, tous les flux marchandises. Et du coup, les gens peuvent travailler en télétravail. Et à mon grand étonnement, ça se passe très bien. Donc, avec leur ordinateur, les gens contrôlent, ils ont tous une mission. Et ils contrôlent les flux financiers pour les gens qui sont en comptabilité, les flux marchandises pour les gens qui sont à la supply chain. Mais est-ce que ça peut, Vincent Michaud, d'ailleurs, transformer de façon assez profonde, d'ailleurs, la façon de fonctionner demain l'entreprise? Après, on va parler de la logistique de livraison et autres, c'est un autre sujet, mais déjà, par rapport à ce que vous dites là, finalement, est-ce que la période actuelle, comme dans beaucoup d'entreprises, va bouleverser également le futur de celle-ci dans sa propre organisation, en bureau, en travail, etc. Oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements et ces changements ont commencé parce que ne serait-ce que pour les réunions. Autrefois, on faisait souvent des réunions où il y avait des participants qui étaient plus ou moins impliqués sur le sujet. Et déjà, on a changé notre mode de fonctionnement sur les réunions. On utilise Zoom sur l'entreprise maintenant et participent des gens qui sont concernés. Et puis, on peut faire des réunions avec des personnes délocalisées en partie. Donc, on utilise à la fois des salles de réunion ici, et puis il y a des personnes chez eux ou des personnes qui sont en déplacement qui participent à la réunion de la même façon que s'ils étaient dans la salle. Et donc, on a intégré ces nouveaux outils qui permettent de fonctionner un peu comme tous les systèmes d'information dans le cloud, en fait. On a connu le cloud pour les données. Maintenant, on connaît le cloud vraiment aussi pour les personnes. Oui, absolument. Et ça va être intéressant de revenir là-dessus tout à l'heure pour l'anticipation, mais juste je reviens sur la chaîne, on a parlé un petit peu de l'amont, de la production, mais la livraison, comment est-ce que vous arrivez à garantir une forme de livraison dans tous les pays, les 72 pays qui font partie de vos commandes, Vincent? Alors, sur les principaux pays européens, on a des filiales avec des entrepôts. Donc, on gère tous nos entrepôts depuis notre système d'information. Et donc, on a des équipes dédiées par rapport à ça. On contrôle tous les flux parfaitement. Et en fait, on a opté, comme je le disais tout à l'heure, notre système d'information a la particularité d'être centralisé. Et même notre site industriel au Canada, qui est un site qui est presque aussi gros que celui que nous avons à Gand, ce site, en fait, livre des entreprises canadiennes, américaines, et surtout nous approvisionne maintenant en sirop d'érable. Et ce site est totalement contrôlé par nous, ici à Gand. C'est-à-dire, en fait, le fait de ne plus pouvoir te rendre au Canada ne pose aucun problème. On a ouvert le site donc, au mois de juin. Alors, on l'a inauguré le 20 juin. Il a les certifications, les accréditations depuis le mois de novembre de cette année. Ce site est en train vraiment de monter en puissance. Et ça ne pose aucun problème de ne pas y aller parce qu'on contrôle absolument tout.
depuis le site de Gand. Mais outre ça, est-ce qu'il y a eu vous n'avez pas été face à des défaillances de logistique de la part de fournisseurs, hein, de sous-traitants qui peuvent être au cœur de territoires sur lesquels il peut y avoir des difficultés de travail? Alors, en fait, on est toujours très prudent. On a toujours plusieurs fournisseurs sur les emballages, toujours des alternatives. On part du principe que l'accident peut toujours arriver au niveau d'un fournisseur. Et donc, on a un très bon suivi de ces fournisseurs. Et pour l'instant, on a réussi à assurer nos approvisionnements en emballage. On a réussi également à assurer tous nos approvisionnements en miel. Alors, c'est vrai aussi qu'on se trouvait dans une période assez favorable, parce que les nouvelles récoltes commencent maintenant. Ouais. Donc, en fait, on avait des stocks qui nous permettaient d'arriver jusqu'aux nouvelles récoltes, avec des stocks de qualité en plus. Donc, du coup, on va arriver avec des stocks vraiment mini-mini. On rachète aujourd'hui des compléments, mais on va réussir à tenir jusqu'aux nouvelles récoltes. Alors, je me souviens de vos propos lorsque nous étions ensemble sur la scène du Palais Beaumont dans le cadre des Étoiles de l'économie, que vous étiez récompensé comme entrepreneur de l'année. C'est déjà en 2016, si ma mémoire est bonne. Et vos propos étaient sur la nécessité toujours d'anticiper la suite de l'avenir. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à anticiper dans un monde dont on voit bien que les règles qui le régissaient vont être profondément bousculé et transformé à l'avenir? C'est une très bonne question, l'anticipation. C'est une très bonne question. C'est vrai que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de conduire et de prévoir l'avenir. Et il y a plein d'entreprises qui marchent bien pendant un certain temps et qui un jour se trouvent en difficulté pour des problèmes de succession, pour des problèmes d'anticipation, parce qu'elles n'ont pas su s'adapter au marché. Et c'est vrai qu'on a toujours été très concentré sur, un petit peu omnibulé par cette volonté d'avoir toujours un peu d'avance, de suivre tout ce qui se passe partout dans le monde. Et aujourd'hui, on remet beaucoup de choses en cause, justement, suite à la crise que nous vivons, parce qu'il est important de s'adapter à un monde qui va être différent. Et je pense que ce qui fait la différence entre les entreprises, c'est leur capacité d'adaptation à un monde qui est amené à changer de plus en plus vite. Et donc, pour s'adapter plus vite que les concurrents, en fait, il est important de mieux communiquer en interne que les concurrents. Ce qui fait la différence entre les entreprises aussi, c'est les femmes et les hommes qui y travaillent. Donc, il est important que ces femmes et ces hommes puissent communiquer, puissent échanger sur les idées qu'ils ont pour que l'entreprise évolue plus vite que les entreprises concurrentes sur le secteur d'activité. Vous avez, au fil des ans, montré que sur un produit qui était encore une fois un produit, vous le rappelez tout à l'heure, qui fait partie de ces produits qui sont particuliers parce qu'il y a autour de la nourriture, autour de l'alimentation, autour de tout ce qui peut véhiculer, hein, un vecteur subjectif très fort, hein, quelque part. Mais vous avez construit cette entreprise également dans une époque où la mondialisation des échanges, d'un côté des entrants, du côté de l'export, etc., était facile, voire même était le modèle. Est-ce que vous n'avez pas peur que la crise aujourd'hui du Covid-19 bouleverse même ce principe des échanges totalement libérés dans le monde entier, qui ont parfois des bons et des moins bons côtés, hein, d'ailleurs, si on est tout à fait objectif? Moi, j'ai pas peur, parce qu'en fait, je trouve que à toutes les époques, il y a eu des moments difficiles. À toutes les époques, il a fallu s'adapter du contexte, de l'environnement. Dans les années 90, quand j'ai racheté l'entreprise familiale, eh bien, c'était difficile. À ce moment-là, les taux d'intérêt étaient très, très élevés. Oui. On a connu des crises, la crise de 2008 après. Donc, les crises arrivent fréquemment. Et donc, déjà, les entreprises doivent être préparées à pouvoir passer toutes ces crises-là. C'est pour ça que dans les entreprises, il faut mettre en place des systèmes qui permettent d'anticiper, enfin, qui permettent de s'en sortir quand ça va mal. Et moi, je n'ai pas peur des crises à venir dans le sens où on se prépare au changement en permanence. Mais d'un autre côté, il y a un travail permanent qui est fait dans l'entreprise pour qu'on ne prenne pas des habitudes, pour qu'on ne rentre pas dans des zones confort, ouais. Et surtout pour qu'on n'ait pas de certitude par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. En fait, dans nos valeurs dans l'entreprise, il y a l'humilité et l'ambition qui sont les deux premières valeurs. Il y en a 5 au total. L'humilité et l'ambition, c'est des valeurs qui sont très importantes parce que l'humilité, c'est aussi se dire ce que l'on fait aujourd'hui
n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et dans tous les cas, c'est différent de ce qu'il faudra faire demain. En tout cas, c'est intéressant d'entendre la parole d'un chef d'entreprise comme vous sur un côté, je ne vais pas employer le mot optimiste parce que vous ne l'avez pas employé non plus, mais en tout cas sur un côté volontariste dans la réflexion et dans la capacité à se dire qu'il ne faut pas craindre ce qui va arriver, il faut essayer d'être au rendez-vous de ce qui va arriver malgré les incertitudes qu'il peut y avoir. Alors, sur tous les marchés, dans le monde actuel, il y a une concurrence. Une entreprise n'est performante que par rapport à une autre. Bien sûr. En fait, les consommateurs vont recommencer à consommer demain. Et quand ils vont recommencer à consommer, ils auront le choix entre plusieurs produits, plusieurs fournisseurs, plusieurs entreprises. Et ce qui est important, c'est chercher à être le meilleur, avoir les meilleurs produits, le meilleur produit, être la meilleure entreprise, être le meilleur fournisseur de ses clients. Parce que c'est ça aussi le grand changement, c'est qu'avec l'évolution des technologies, le consommateur ou le client aura accès de plus en plus facilement à la meilleure réponse à son attente. Et de ce fait, il aura de moins en moins la place au deuxième meilleur. Il y aura de plus en plus ceux qui viseront l'excellence et auront comme objectif d'être le meilleur du monde sur leur métier, auront certainement un très bel avenir. Par contre, celui qui se dit tout va bien pour l'instant, mon entreprise est rentable pour l'instant, et je peux profiter de la vie pour l'instant, eh bien, celui-là, je pense qu'il peut s'inquiéter parce qu'il y aura certainement dans l'avenir des crises difficiles et qui seront dures à traverser. Merci beaucoup pour cet entretien, Vincent Michaud. Et puis, transmettez évidemment notre bonsoir amical, le bonsoir de Béarn également à vos équipes qui sont mobilisées parce que vous avez eu raison de préciser dès le départ qu'il y avait la qualité des produits, la qualité de ce que vous avez mis en place en process, mais qu'avant tout, il y avait aussi un capital humain dont vous avez pu mesurer à quel point il était en capacité à se mobiliser et qui est bien la clé de tout, finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. C'est très bien d'avoir, vous le voyez dans ces émissions, Bonsoir le Béarn, à la fois des entretiens qui touchent le domaine de l'économie, des entretiens qui touchent le domaine de la vie culturelle. Nous allons poursuivre cette émission tout à fait particulière, riche en entretiens. Vous allez voir tout à l'heure, on va revenir au monde économique dans quelques petites minutes. Mais pour l'heure, nous allons nous poser d'autres formes de questions avec le représentant de la mosquée de Pau, Abdeljalil El Ayoubi, dont la parole est rare. Et avec lui, nous allons converser sur l'impact du confinement au regard de ce que représente le Ramadan. Une interview qui arrive dans quelques secondes. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers amis, pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Alors vous savez d'ailleurs que sur le site lachaînelocale.tv, vous retrouvez l'ensemble des différentes émissions que nous avons réalisées depuis le début du confinement. Parce que oui, c'était dès les premières heures, 72 heures à peine après le début du confinement, que nous avons pu commencer ce rendez-vous réalisé chaque soir dans les conditions du direct depuis le pavillon des arts mis à disposition par la ville de Pau, multidiffusé sur de très nombreuses plateformes. Je parlais de la République des Pyrénées, de Sud-Ouest, de la ville de Pau, Pau.fr bien entendu, du Sillon.info. Sur lachaînelocale.tv, vous retrouvez l'ensemble des émissions. Et puis, par rubrique, vous avez également le contenu très différencié qui peut vous intéresser à consommer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, selon que vous préfériez les programmes pour enfants, avec Bonsoir les Pitchouns, les programmes liés à la remise en forme, avec Tous en forme, ou bien que vous préfériez également les rendez-vous à dominante culturelle, puisqu'on le retrouve sur le site de la chaîne locale.tv, l'ensemble des entretiens menés et enregistrés d'ailleurs à l'occasion d'une manifestation très connue depuis quelques années maintenant, Les idées mènent le monde à Pau, et ce avec la complicité de la ville de Pau et du site internet pau.fr. Et puis il y a ces grands entretiens que nous menons avec à la fois des acteurs de la vie économique, des acteurs de la vie associative, des acteurs de la vie culturelle. Et ces entretiens nous permettent de brosser finalement un tour d'horizon le plus large possible de ce qui fait société. Et impossible évidemment de ne pas parler durant cette période du Ramadan. C'est ce que nous allons faire sans plus tarder avec Abdeljalil El Ayoubi qui est avec nous et qui est aujourd'hui le représentant de la mosquée de Pau. Bonsoir à vous.
Bonsoir, on va rallumer votre son parce que nous n'avons pas votre son. Il va arriver dans quelques petites secondes et théoriquement, non seulement vous allez pouvoir nous entendre, mais avec également une petite connexion, nous allons pouvoir vous entendre. On va faire un essai, est-ce que vous m'entendez ? Non, apparemment, non, mais je pense que c'est une difficulté chez nous de l'ordinateur, donc on va peut-être relancer et repartir sur tout l'ordinateur, mais ça fait 2 fois, donc on va y arriver. Le temps qu'on fasse, le temps qu'on fasse ça, chers amis, simplement vous prévenir d'une chose, peut-être que la carte son fait aussi le 1er mai, hein, ça peut arriver, mais en tout cas, on va essayer de relancer l'ensemble. Sinon, on va essayer de vous joindre également au moins par téléphone pour commencer l'entretien, avant de se refaire une connexion complète. J'aimerais simplement vous dire que juste après cet entretien, nous allons enchaîner avec d'autres acteurs qui vont nous rejoindre et que vous pouvez vous également continuer à envoyer des mails et des messages. L'émission sera là jusqu'au 15 mai et vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à cette émission. L'antenne est libre. C'est le principe. Vous nous envoyez pour cela un mail bonsoirleberne@gmail.com ou bien le numéro de SMS qui réapparaît juste sous le player que vous êtes en train de regarder. Vous avez le numéro de SMS auquel vous pouvez nous contacter et nous envoyer un sujet si vous le souhaitez. Cette émission qui sera dorénavant également fortement axée vers tout ce qui concerne le déconfinement, la réouverture des différents services, commerce. Vous avez le numéro de SMS qui vient d'apparaître. Ah, il faut que je vous dise un truc. Il a un avantage et un inconvénient ce numéro de SMS. L'énorme avantage, c'est qu'il est gratuit. L'énorme inconvénient, c'est que du coup, il est impossible à retenir. Mais en tout cas, le 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14 permet à nos équipes, qui certaines sont en plateau et d'autres sont en télétravail un peu loin d'ici, eh bien de reprendre contact avec vous et de vous programmer pour que nous puissions converser ensemble chaque soir, ce que nous essayons de faire avec normalement l'image et le son. On va voir si on va retrouver et l'image et le son avec notre intervenant qui a la gentillesse et la patience de nous attendre. Abdeljalil El Ayoubi, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Ah, mais très bien. Mais écoutez, nous, en tout cas, on vous entend, faute de vous voir dans un premier temps. On vous entend très bien. Merci à vous d'être présents avec nous parce que nous voulions évidemment évoquer avec vous le Ramadan qui concerne un nombre très important, évidemment, de personnes sur ce territoire et évidemment partout dans le monde. Un mot peut-être de présentation d'ailleurs de ce que représente le Ramadan et puis des dates du Ramadan. Parce que la particularité, c'est qu'il y a des dates qui sont dans notre calendrier, je dirais traditionnel, annuel, des dates variables. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci de me recevoir aussi sur ce plateau. Alors effectivement, c'est vrai que le calendrier du Ramadan est basé sur un calendrier lunaire, Oui. donc qui est décalé avec le calendrier grégorien d'une dizaine de jours. Donc ce qui fait que à chaque fois il y a un petit décalage et on ne peut pas définir à un jour près, on va dire le début du mois de Ramadan. Donc cette année, ça a commencé le 24 et il aura lieu jusqu'au donc 23 ou 24 mai. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être ce que représente justement le Ramadan pour la communauté musulmane ? Alors bon, le mois de Ramadan, c'est un des piliers de l'islam. Et en réalité, c'est un pilier central. Voilà, une fois dans l'année, donc le musulman jeûne et les bénéfices sont multiples. Le premier des bénéfices, il est spirituel. Bien sûr, nous jeûnons par adoration et nous jeûnons parce que nous sommes conscients aussi que c'est un bienfait pour nous qui est spirituel. L'abstinence de nourriture, de boissons, de plaisirs charnels augmente en réalité l'aspect spirituel chez l'être humain. Et donc, il y a ce premier aspect. Il y a aussi un aspect thérapeutique, si je peux dire, puisqu'il y a des bienfaits pour le corps. Beaucoup de cellules se régénèrent durant la journée. Et finalement, il y a aussi un aspect social, puisque eh bien, le fait de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire, on ressent quelque part ce que les pauvres ou les plus démunis ressentent tout au long de l'année, eux, malheureusement. Et il y a ce partage qui se fait aussi. C'est un mois de générosité durant lequel les musulmans sont encore plus généreux
que durant le reste de l'année. Mais ce moment clé de la vie spirituelle musulmane que vous avez très bien résumé, il se traduit notamment également par des prières collectives dans les mosquées. Or, celles-ci sont fermées depuis le début du confinement. Quelles solutions alternatives ont pu être mises en place et comment, pour le coup, ça impacte sur la spiritualité et la profondeur, hein, finalement, de ce que représente le ramadan pour la communauté musulmane? Alors effectivement, elles sont fermées pour la bonne cause, si je puis dire. Mais il faut savoir qu'en réalité, la mosquée, bien sûr, joue un rôle central dans la communauté musulmane, mais ce qui prévaut religieusement, c'est la préservation de la vie. Donc, ce qui fait que toute chose qui pourrait entraver ou qui pourrait mettre en danger la vie personnelle ou celle d'autrui, eh bien, la chose n'a plus lieu d'être. Donc, la mosquée, certes, est fermée, mais à côté de cela, on peut profiter de prières individuelles en famille à la maison. Et pour l'avoir vécu, ce sont des prières qui sont peut-être plus introspectives, puisque lorsqu'on prie en groupe, eh bien, on suit l'imam, alors que là, eh bien, on est face à nous-mêmes quelque part, et spirituellement, c'est peut-être plus nourrissant même de le faire à la maison que de faire à la mosquée. Mais pour autant, enfin, vous me contredisez si j'ai une bêtise, il y a également pour la famille, pour les amis, des occasions de se retrouver pour ne serait-ce qu'accueillir les plus démunis, pour échanger, parfois avoir des moments de partage intense ensemble. Et quand je dis le ensemble, il a tout son poids. Là, aujourd'hui, c'est impossible. Je veux dire, dans un contexte idéal, s'il n'y avait pas de cette pandémie, bien sûr que les mosquées seraient ouvertes et puis que chacun irait voir sa famille proche ou lointaine. Il y aurait des rassemblements. Ça, c'est tout à fait. Je veux dire, vous avez tout à fait raison. Par contre, avec cette situation, nous sommes obligés, eh bien, de respecter le confinement. Et respecter le confinement, c'est respecter les convictions religieuses en réalité, comme je l'expliquais au préalable. Et on va dire que au niveau de la rupture du jeûne en famille, eh bien chacun le fait dans son foyer. Par contre, sur le côté social et partage envers les plus démunis, nous avons trouvé une alternative qui est celle d'une banque alimentaire que nous avons mis en place. C'est une banque alimentaire. Il y a des personnes qui amènent des denrées à la mosquée. Il y a des jours donc de récolte, des denrées alimentaires non périssables, et des jours de distribution. Il y a eu une inscription préalable qui s'est fait par le biais d'une boîte mail. Et donc, nous distribuons à peu près une fois dans la semaine 250 colis alimentaires pour les personnes qui en ont le plus besoin. Vous avez aujourd'hui ressenti une forme de... vous disiez qu'il y avait une intensité quelque part dans ce que vous avez vécu, mais est-ce que vous avez ressenti également une forme de désarroi de la part des uns et des autres et quelque part allez, non pas volonté de faire différemment, mais de non-résignation, être confiné? Ou est-ce que vous avez ressenti qu'au contraire, les gens, justement, pour protéger la vie ou autre, acceptaient finalement cette situation tout à fait inédite, hein? Très globalement, c'est accepté, comme je vous l'ai dit. Ce serait incohérent, justement, d'aller au travers du confinement, puisque ça contredirait les convictions religieuses. Donc, très globalement, c'est accepté de tous. Et puis, bien sûr, tout le monde espère, et nous invoquons Dieu continuellement pour que cette pandémie ne soit plus. Mais globalement, c'était bien accepté. Et nous avons une émission de radio aussi quotidienne via la station RPO. Voilà, donc en présence de l'imam. Et puis nous répondons aux questions. Et puis nous insistons aussi sur le fait d'essayer de tirer des sagesses, des vertus justement de ce confinement, parce que philosophiquement, eh bien le musulman se doit aussi de vivre des épreuves et de savoir en tirer les sagesses. Alors justement, vous parliez du point de vue philosophique, il y a ce qu'inspire le confinement, puis d'une façon beaucoup plus générale, ce que peut inspirer d'ailleurs la période actuelle où on voit bien que l'humanité, ou en tout cas que l'ensemble des territoires sont aujourd'hui totalement bousculés, transformés, mis à mal, quelque part par une toute petite forme de vie que représente le virus. Qu'est-ce que philosophiquement cela vous inspire ? Mais effectivement, mais en réalité, ça consolide
encore plus le croyant et le religieux, puisque nous, en tant que religieux, nous connaissons, nous avons conscience de la faiblesse de l'humain, de la faiblesse du matériel, etc., et de l'importance du spirituel et des choses qui sont essentielles pour la vie. Et c'est vrai qu'avec ce grand chamboulement, on se rend compte en réalité qu'il n'y a que l'essentiel qui reste, qui est le plus important, à savoir la santé, la famille, les proches, la vie, etc. Et que, en réalité, tout ce qui est autour est éphémère et a beaucoup moins d'importance, et on s'en rend compte là forcément avec cette pandémie. Il y a d'autres sagesses aussi qu'on arrive à tirer de ce malheur, c'est que on dit, l'adage dit, c'est lorsque l'on perd les bienfaits que nous sommes conscients de leur valeur. Et donc là, on prend connaissance aussi, conscience plutôt, de la valeur de plein de choses, de la mosquée, on l'avait dit, de certains rassemblements, des amis, la valeur des amis, la valeur de choses qui sont d'habitude normales et banales, et nous en sommes privés, donc nous sommes conscients de cette valeur-là, alors qu'au quotidien, lorsque on en profite, on n'a pas forcément conscience de la valeur. Voilà, donc des sagesses comme cela qui nous poussent justement à avoir une introspection, à se poser des questions, à faire un examen de conscience sur ce qui est important dans la vie et notre rapport aussi dans la société, parce que la valeur très importante islamiquement parlant, c'est l'utilité, celle d'être utile pour son prochain. Donc on essaye aussi de prendre des nouvelles des voisins, d'essayer de voir s'ils ont besoin de quelque chose, surtout les personnes âgées, entre autres. Donc voilà les quelques sagesses qu'on essaye de tirer de ce malheur. Vous avez quelques informations concernant les rouvertures des lieux de pratique et concernant ce qui pourrait se faire au niveau des mosquées ou pas du tout? Actuellement, il y a le CFCM, donc l'organisme qui représente nationalement les musulmans, qui est en dialogue avec les autorités. Et apparemment, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'y a pas de réouverture possible. Donc à partir du 11 mai, il y aura peut-être un déconfinement, mais ça ne concernera pas apparemment donc les lieux de culte, et donc les mosquées resteront fermées. Et voilà, jusqu'à présent, on reste statu quo. Très bien. Bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir pris quelques petites minutes pour échanger avec nous. Et puis on l'aura sur RPO, nos amis de RPO version radio, que l'on peut se retrouver. Je vous laisse redonner peut-être le rendez-vous. Oui, alors c'est sur RPO 97 FM, c'est à partir de 20h, donc tous les jours. Et aussi, j'en profite pour dire qu'il y a une cagnotte Litchi sur la page Facebook Mosquée de Pau 64. Donc c'est par rapport à la banque alimentaire. Les personnes qui veulent y participer le peuvent, et les personnes qui sont dans le besoin aussi peuvent aussi s'inscrire. Nous essaierons de répondre à leurs besoins. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Merci à vous. Merci et à très bientôt en tout cas. Au plaisir également de se voir, et d'ici là évidemment, tout en restant dans la spiritualité que vous avez très bien rappelé tout à l'heure, avec la philosophie que vous avez très bien rappelé. On croise évidemment le doigt pour chacune et chacun de ceux que nous connaissons face à ce virus. Merci en tout cas à vous. Merci à vous, bon courage. Merci également. Alors vous voyez, cette émission est la vôtre, elle fédère les uns et les autres. Alors nous allons faire quelque chose maintenant qui se veut sans transition, c'est un petit peu le principe, et c'est aussi le principe de la vie, finalement, d'avoir différents sujets de tous horizons. Nous allons maintenant ouvrir notre antenne ouverte, et vous allez le voir, d'autres sujets qui n'ont pour le coup rien à voir, voire même que l'on pourrait imaginer totalement opposés, puisqu'on va parler de reprise économique, d'activité économique, notamment dans le domaine de la restauration. Et dans la restauration, ce sont les hasards de la programmation, mais c'est aussi ça qui fait la vie. Et après tout, cette émission n'est que le reflet de celle-ci. À tout de suite. Alors encore une fois, regardez, le numéro va s'afficher à l'écran parce qu'il est important. 06 44 63 07 14. Vous avez bonsoirlebéarn@gmail.com. Nous sommes là le 1er mai pour cette émission spéciale, et nous serons là donc jusqu'au 15 mai dans ce format de 2 heures, un peu plus de 2 heures d'ailleurs quotidien pour les jours habituels. Là aujourd'hui 1er mai, c'est pas tout à fait le cas. L'émission est un peu particulière. Nous n'avons pas nos collègues de la presse, La République, l'Éclair, Sud-Ouest qui sont à nos côtés. Ils seront là demain au rendez-vous pour samedi. Mais il nous reste
15 jours là, à passer ensemble dans ce format-là. Ensuite, on aura un autre format à vous proposer. Mais pendant ces 15 jours, cette antenne, elle est la vôtre. Et notamment, vous toutes et vous tous qui êtes confrontés à la reprise de l'activité économique. N'hésitez pas à nous contacter. Tout comme vous n'hésitez pas également à contacter les équipes de Créasub. Vous savez que cette émission est produite par la structure et l'agence que je dirige, Créasub Communication, et on s'est mis en place avec nos fournisseurs et nos équipes afin de pouvoir servir rapidement avant le 11 mai, les commerces qui reprennent leur activité avec des stickers, des autocollants, des roll-up, des tentes d'accueil, des potelets si besoin, bref, tout un tas de services rendus à des conditions tout à fait particulières parce qu'on est tout à fait conscient que l'économie n'est plus ce qu'elle était par le passé, qu'il faut avoir de la solidarité les uns avec les autres. Donc si vous avez des besoins tout à fait particuliers pour permettre la réouverture en toute sécurité pour vos collaborateurs, mais également pour vos publics et vos clients de vos restaurants, restaurants non, parce que malheureusement ils ne vont pas rouvrir, mais en tout cas de vos commerces, de vos établissements, de vos entreprises, vous suivez le lien que vous trouvez sur la chaîne locale.tv, vous allez sur créasud.fr, vous pourrez rentrer en contact avec nos équipes et avec l'ensemble de la logistique qu'on a mis en place, qu'on a remis en place, on essaiera d'être au rendez-vous. En tout cas, on a tout pour vous permettre d'être rapidement au rendez-vous, à ce rendez-vous de la rouverture pour la grande majorité des activités économiques. La grande majorité, je dis bien, mais pas toutes. Loin s'en faut. D'abord parce que pour certaines activités, c'est impossible, et parce que pour d'autres, les cafés, les hôtels, les restaurants en particulier, on est évidemment encore dans le flou et que les dates de rouverture ne seront données que beaucoup plus tard et des conditions que l'on sait extrêmement difficiles. Alors certains s'organisent d'un côté avec des services de livraison. L'Aigo, par exemple, a ouvert, sachez-le, du côté du Stade d'Eau Vive, un tout nouveau service de plats à emporter. Nous voulions vous le communiquer. L'Aigo qui, dorénavant, vous propose de venir retirer des plats directement chez eux. Encore faut-il évidemment avoir passé commande au préalable. Sachez que l'idée, c'est que vous qui en avez marre de faire des repas, eh bien vous puissiez vous servir de ce drive ouvert tous les midis et le soir, 7 jours sur 7, et afin de vous régaler en toute sécurité, tout en restant dans votre véhicule. Vous passez commande avant et on vous l'apporte. Vous avez tout cela sur le site internet du restaurant L'Aigo, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis parmi toutes les autres initiatives, il y a celle dont nous allons maintenant entendre parler et que l'on va me communiquer dans quelques secondes. La première de ces initiatives, elle est ici et elle s'appelle J'aime mon bistrot. Et J'aime mon bistrot est un rendez-vous, en tout cas est une plateforme qui permet de répondre à une attente, celle d'être solidaire pour les cafés, les hôteliers et les restaurateurs. Nous allons retrouver, je pense, un des représentants de J'aime mon bistrot, dont on voit ici s'afficher sans attendre, on voit s'afficher sans attendre le site internet, et ensuite on ira dans un autre établissement pour retrouver le comptoir d'essence qui a réouvert à Pâques avec des plats à emporter et qui propose sur commande des menus du jour à emporter, etc., etc. Bref, on a une antenne ouverte très axée sur la restauration et nous allons avoir ces différents interlocuteurs en ligne, au moins par téléphone, puisque je sens bien que c'est le téléphone qui aujourd'hui va donc convenablement fonctionner et non pas l'ordinateur. Alors, est-ce que nous allons avoir nos interlocuteurs en ligne et au téléphone? C'est le cas, me fait-on signe dans l'oreille. Donc je devrais avoir Joël Chalvet, qui est un des porte-parole de cette initiative, qui est avec nous en ligne. Eric. Monsieur Chalvet, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Désolé pour la mauvaise connexion Skype. Et écoutez, c'est la soirée, c'est la soirée, donc aucun problème. On a des réseaux capricieux ce soir. Compliqué. C'est pas grave. Très bien. On a le site internet et on a vous au téléphone pour que vous nous parliez de la création, du lancement de cette initiative J'aime mon bistrot, parce que depuis le 14 mars, minuit, tous les établissements, cafés, hôtels, restaurants de France ont baissé leurs rideaux afin de protéger consommateurs et professionnels. Mais derrière ces fermetures, c'est toute une vie sociale qui est mise en cause. Et puis surtout des milliers de patrons, des milliers d'employés qui sont aujourd'hui complètement à l'arrêt. Comment est-ce que vous avez réagi par rapport à cette situation inédite et d'une dangerosité absolument terrible pour l'économie et pour l'emploi ?
Absolument. Alors du coup, le 14 mars, effectivement, la totalité des établissements ferment dans la nuit du samedi, en sachant que le dimanche est une énorme journée Oui. pour les consommateurs, pour les patrons d'établissement. Le dimanche Qui avaient matin, fait leurs appros, etc. avant, qui avaient des frigos pleins, qui on avaient des imagine, personnels prévus, on etc. Ouais. imagine. Bien sûr, début de saison, très belle journée du dimanche, les frigos sont pleins, tout le monde doit démarrer l'activité et malheureusement, la catastrophe, bien sûr, la santé prime, mais évidemment, les patrons d'établissement se trouvent bien dépourvus quand le dimanche fut venu. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est C'est clair. clair. Du coup, la semaine suivante, un groupe d'industriels et de distributeurs s'organise et commence à organiser des réunions et réfléchir à la manière la plus facile de les aider, de les soutenir, ne serait-ce que moralement. Et donc, nous créons J'aime mon bistrot, qui est une Ouais. plateforme numérique destinée dans un premier temps à leur donner des conseils, Mhm. peut-être les soutenir moralement, leur permettre d'avoir accès aux meilleures solutions pour trouver une négociation autour du loyer, Ouais. trouver une négociation autour des prêts bancaires garantis par l'État. Et dans un second temps, nous vient l'idée de créer une précommande, un peu sur le principe des cafés en l'air, Ah oui. c'est-à-dire je paie une tournée maintenant et je la consommerai quand l'établissement de mon choix réouvrira. Ça veut dire que très, très concrètement, aujourd'hui, alors même que mon établissement préféré, alors chez nous en plus dans le groupe, on va vous prendre un exemple, on en a un là, donc on a Oui. on a un bistrot chez nous, on a un café-restaurant, non pas un Alors café, on a dites-lui si ça n'est un pas bar à encore vin, fait de etc. On vite peut m'inscrire. décider d'avoir aujourd'hui, dans une sélection de bons, une incitation à consommer demain pour le public. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si votre établissement n'est pas encore inscrit sur J'aime mon bistrot, passez-lui un coup de fil, Mais il va y prévenez-le. Il absolument. s- il s'inscrit et le lendemain, vous pouvez commander un café tout simplement, 1,50 € jusqu'à 50 euros, verser une somme forfaitaire. Cette somme va être bonifiée par nous, par le groupe de partenaires. Nous sommes 60 maintenant. Ah oui. Votre somme va être bonifiée de 50%. C'est-à-dire que si vous avez acheté pour 10 euros, vous aurez un bon de 15 euros et le patron d'établissement recevra 15 euros que vous pourrez consommer quand vous le souhaiterez au moment où il aura la possibilité de réouvrir son établissement. Mais alors, ça veut dire que les patrons aujourd'hui, qui sont pour beaucoup, là, puis on commence à sentir les difficultés réelles de trésorerie, parce que ce sont des secteurs où il y a C'est sûr. souvent très peu de C'est trésorerie, une avec des catastrophe. charges Ouais, très importantes. ouais, Là, ouais. aujourd'hui, ils ont besoin de trésorerie. Aujourd'hui, les fameux 1 euro, enfin, mettons les 25 euros commandés, qui donnent droit donc à 25 euros plus la moitié de 25 euros, 12, C'est 12,50 ça, euros. 12,50 €. Il va Ouais. lui toucher quand, ce patron? Maintenant, Ah, au c'est formidable, moment où ça. vous aurez passé la commande, il va toucher son argent. Immédiatement. Ça peut aider énormément de restaurateurs, hein. Et c'est bien le but. C'est bien le but. Aujourd'hui, nous sommes à 18 000 précommandes. Donc c'est énorme. Quand on a lancé cette plateforme dans nos rêves les plus fous, Ah, ça nous cesse avions d'évoluer à mon avis parce que vous êtes Joël, on voit s'afficher à l'écran même 19 248. 19 000. Eh ben voilà, il suffit de déconnecter une heure et le chiffre vient de changer. 19 248, donc précommande réalisée partout en France, hein, on est d'accord, hein, sur tous Partout les en France, territoires, hein, c'est ça, sur sur tous les tous les territoires. c'est Sur tous les ça. territoires. Je vois s'afficher montant moyen d'une précommande 45 euros. Alors, la deuxième très très grosse surprise, au moment où nous mettions en place la plateforme, on imaginait que les commandes moyennes allaient être aux alentours de 10 euros. Oui, oui, j'aurais pu penser ça, Et 10, 15 vraiment, euros. à travers ces chiffres, on comprend que les consommateurs sont vraiment très attachés à ces établissements. Vraiment. C'est formidable de voir ça, parce que ça veut dire, et c'est bien affiché, on va le mettre en gros, parce que je trouve ça incroyable, qu'aujourd'hui, le montant total de l'aide, quelque part solidaire, Oui, de ceux qui ont que participé nous à avons l'opération bonifiée, c'est 1 282 000 euros, c'est-à-dire pratiquement 1,3 million. C'est ça. Nous avons, au départ, on était parti pour les 10 000 premières commandes et nous venons de doubler la mise. Pour les 20 000 premières commandes, nous continuons de bonifier chaque commande de 50%.
Alors, ça veut dire que, Grâce- cela dit, les 20 000, c'est une fois qu'on aura terminé la conversation, au rythme où ça va, dans 1 heure, c'est terminé. Une prochaine réunion va devoir avoir lieu entre les partenaires, c'est sûr. Parce que ces Mais partenaires-là, on est tellement... Oui, originellement, donc ils ont réagi très vite, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs, hein, pour arriver à créer ça. Mais je pense qu'ils ont fait partie de ceux qui se sont lancés en disant on verra bien, hein, oui, on j'en comprend ai le fait fond, on partie. verra bien, mais ça veut dire que maintenant, il faut qu'ils puissent également abonder à ce fond. Ouais. C'est pas Ouais, gagné. mais vous savez, l'univers du bar, du restaurant, c'est des clients, mais c'est aussi tout un pan sociétal de la Ouais, c'est clair, société. c'est clair. Et donc, ne pas les soutenir, ne pas les aider, on parle d'argent, bien sûr, mais pas uniquement. Derrière chacun des établissements, il y a une histoire humaine. Et finalement, quand on est 60 industriels autour de la table, et on est maintenant persuadé que J'aime mon bistrot est une application qui va rester pérenne pour de nombreux mois ou peut-être de Ah oui, oui, nombreuses années. parce que malheureusement, là, la période, moi je me souviens Et très bien, oui, le soir de la fermeture, on s'est dit, bon allez, on a un pour 2 mois, hein, et bon, voilà, voilà, sauf que là, on sait pas de quoi demain exactement. sera fait. Et tout à fait. Donc, on va continuer de soutenir. On va rendre pérenne le plus longtemps possible cette application. Les communications, quand un consommateur prend une tournée d'avance, très souvent, il met un petit message au bar, au restaurant auquel il a précommandé. Et la teneur des messages nous incite vraiment à continuer parce qu'on sent qu'il y a un lien qui est en train de se créer fort entre les consommateurs et les établissements à travers cette plateforme. Alors, ce qui est très intéressant également, c'est quand même en effet la réaction des consommateurs. Parce que moi, je reviens sur le montant moyen là, de la précommande. Ça veut dire qu'on est Incroyable. on est quand même à 30 euros de montant moyen de précommande. Donc, c'est C'est exactement. joli de croire en l'avenir comme ça C'est formidable. de son restaurateur, de son bar préféré, qu'importe, quoi. C'est super, ça. Eh bien, je crois que tous les consommateurs, un peu comme pour les paysans, on a tous un paysan dans notre famille, Ouais, et je crois qu'on a tous un établissement dans notre cœur, parce que la vie du bar, la vie du restaurant, c'est beaucoup plus qu'un plat du jour ou qu'un café. C'est des histoires, des c'est clair, rencontres, c'est clair. et évidemment, les gens sont très très attachés à ça. Et que deviendrait la France sans bistrot? Oui, c'est clair. Ah, mais c'est certain, ces lieux d'échange, ces lieux qui sont souvent d'ailleurs hein, les points de rencontre hein, des uns des autres, qui chacun peut, ayant ses réalités, peuvent vivre de façon individuelle. Ces lieux de convivialité, ces lieux où on construit, parfois on refait le monde d'ailleurs, hein, on refait le monde Absolument, dans le bon sens du terme. Ces lieux où on partage les valeurs de la gastronomie. Vous parlez des c'est produits bien du ça. terroir. Des produits du terroir, on a besoin des restaurateurs pour les sublimer, ces produits du terroir. Parce que, bon, c'est bien, on s'est tous improvisés cuisinier à la maison. Mais enfin, si on va Avec apprécier, plus ou moins de succès. et plus ou moins de succès, je vous confirme. Si on veut rapprécier le goût de nos produits gastronomiques, si on veut rapprécier ce qui fait finalement la valeur hein, vraiment de la France, on compte sur les restaurateurs également pour ça. Que ce soit les très Bien grands sûr. chefs, mais que ce soit également le copain d'à côté, quoi, qui tient son bar, son restaurant. Tous les établissements sont importants, depuis le petit bistrot de quartier qui permet à l'éboueur de prendre son café le matin avant d'aller travailler, jusqu'au très beau restaurant gastronomique dans lequel nous n'avons l'occasion d'aller que très rarement. Ils ont tous une importance, ils ont tous une histoire. Et quand on voit le côté hétéroclite des partenaires qui sont rentrés dans l'aventure, on a des méga compagnies Ouais. comme Heineken, Kronenbourg ou C10 ou France Boisson, et puis des compagnies bien plus petites comme la mienne, des gens qui sont des microbrasseries, des marchands de vin, des startups. Si tous ces gens-là se sont mis autour de la table pour aider les patrons d'établissement, c'est bien parce qu'il y a une histoire autour de tout ça. Il n'y a Ouais, pas c'est clair. uniquement des cafés, il n'y a pas uniquement des plats du jour. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Vous avez, vous le disiez, il y a cette espèce également de trait d'union entre les professionnels de la restauration. Vous sentez évidemment le désarroi, le doute hein, qu'il peut y Oh. avoir par rapport à tous ces J'ai même professionnels parfois aujourd'hui. Hein. senti le désespoir. Je vous Ah le oui, dis oui, oui. clairement, Eric. J'ai vraiment de temps en temps eu pas mal de clients au téléphone. Et vous savez, quand il y a des gros investissements, qu'on est en début de saison, c'est la pire période pour une grande partie de la France. Mm. La saison estivale, c'est vraiment essentiel pour cet univers. Et quand le 14 mars au soir, tout s'arrête pour une période toujours indéfinie, on Ouais. ne sait toujours pas à quel moment on va pouvoir
réouvrir les établissements vraiment. Dans quelles conditions on va pouvoir les réouvrir? Eh bien, je vous prie de croire que pour certains d'entre eux, sans plomber l'ambiance, c'est quand même très très compliqué. Ah, c'est clair. C'est clair, et avec tout ce qu'il y a derrière également comme doute et comme nouvelle précarité dans un secteur qui déjà, pour recruter, hein, avait aussi ses difficultés, ses C'est vrai, contraintes, c'est etc. sûr. Et puis C'est rappelons-le, sûr. hein, chez nous, qu'on le veuille ou non, et bien sûr qu'on peut toujours montrer les très mauvais élèves, hein, bien sûr il y en a toujours comme partout, dans tous les secteurs, dans tous les Comme domaines. partout. Mais on a quand même aujourd'hui des exigences sanitaires déjà, des exigences en termes de protection des consommateurs, des exigences évident. en termes de qualité, de traçabilité qui sont très lourdes, hein, déjà sur les établissements. Un établissement moyen en France, c'est beaucoup, beaucoup de charges de manière générale. Ouais. Parce que beaucoup de personnel, des amplitudes horaires très importantes, des métiers de transformation, et comme tous les métiers de transformation, en petite quantité, ça coûte très cher. Les produits, lorsqu'on veut des bons produits dans un établissement, bien évidemment, Ouais, il faut bien bien soutenir les sûr, bien sûr, producteurs. bien sûr. C'est aussi pour les producteurs que nous sommes. Moi, je suis fabricant de sirop. Vous êtes Ce dans la sont Drôme, aussi hein, des... c'est ça, Je suis Joël, dans vous la êtes dans la Drôme, oui. Drôme, hein, c'est ça. Aiguebelle, je fabrique les sirops Aiguebelle. Et voilà, très bien. Ce sont des producteurs, ce sont des prescripteurs, pardon, de nos produits. Ce sont des gens qui présentent nos produits de la meilleure façon aux consommateurs. Et le consommateur est sensible à ça. Quand vous parliez de, on a tous essayé de devenir cuisinier un jour, et on se rend bien compte de la difficulté lorsqu'il faut le faire de manière régulière et professionnelle. C'est très compliqué, très Absolument. compliqué. Dernière question d'ailleurs. Attendez, avant la dernière question, au moment où nous parlons, je vous informe qu'on a passé les 20 000 précommandes. Bravo. On est à 20 C'est formidable, 024 c'est génial. et vous êtes à 1 317 000 euros d'aide solidaire, donc 1 317 000 euros Eh disponibles, bien, donc je vais encore vous une dire fois. qu'on est très heureux de dépenser cet argent. Très Ah ben heureux. écoutez, c'est formidable. En tout cas, le seuil, vous voyez, des 20 000, là, est passé après les 10 000 escomptés, on est déjà à 20 000. Donc, Ben, c'est super. C'est voilà, super. on l'aura vécu en direct, c'est assez amusant On d'ailleurs. l'aura vécu en direct. Absolument, Génial. c'est assez Vous avez amusant. porté chance. J'avais plus fait ça puis d'autres compteurs qu'on fait progresser. Vous avez également, vous craignez pour les restaurateurs, vous entendez également les doutes qu'il peut y avoir par rapport à la nouvelle distanciation qu'il va falloir arriver à créer dans les établissements, alors même que Alors, souvent le modèle économique repose sur des taux de remplissage à 70%, etc. à certains jours, quoi. oui, et puis en fonction de la typologie des établissements, on imagine bien que ces lieux qui, par définition, sont faits pour rencontrer les gens, il va être très difficile à la plupart d'entre eux de les réorganiser. La distanciation sociale, c'est quelque chose qui est facile peut-être à adapter à certains autres commerces, enfin un peu plus facile, mais vraiment pour les bars, pour les restaurants, ça me paraît quand même relativement compliqué. Ouais. Entre les tables, est-ce qu'on va pouvoir mettre des distances? Est-ce que des municipalités vont permettre aux établissements d'avoir des terrasses beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes, pour laisser un espace entre Avec les quelle consommateurs? protection, pas quelle protection, etc. Et Bien sûr. voilà. Ouais. Est-ce que le personnel va devoir, on imagine bien que le personnel va devoir porter des masques, mais quid du sourire de la serveuse? Absolument. Et vous avez raison, et du serveur. Alors pour terminer cet entretien, moi j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit, puisqu'on a passé ensemble hein, les 20 000 précommandes. D'un côté, sur votre plateforme, on le voit très bien à l'écran, on peut être soit un établissement et on participe à l'opération en s'inscrivant, soit on est évidemment consommateur et on soutient Je vous posais deux questions selon qu'on soit les uns les autres. Je suis consommateur, je vais être votre 20 millième 025 client. Qu'est-ce qui me garantit que malheureusement, ou que justement l'ensemble des partenaires qui ont joué le jeu de façon extraordinaire depuis le début vont pouvoir continuer à multiplier ainsi le bon d'achat de 50%? Alors, de toute façon, la règle, tant qu'elle n'est pas stoppée, continue. Et nous sommes évidemment déjà sur le pont pour continuer l'aventure. Et puis, nous avons de nombreuses idées parce que beaucoup de gens sont nous soutenir et nous allons être force de proposition pour l'avenir sur d'autres aides que nous allons pouvoir apporter. Encore un peu à l'état d'ébauche pour le moment, je ne peux pas le développer, mais je vous prie de croire que J'aime mon bistrot n'a pas fini d'aider les patrons d'établissement.
Ça, c'est une On est très bonne loin nouvelle. de Alors ça. justement, si je suis patron d'établissement, je peux me raccrocher au wagon aujourd'hui et c'est à moi Ah oui, oui. à Venez, faire venez, la venez, promotion de la plateforme, c'est venez. ça? Bien sûr, venez, venez. Nous serons heureux de vous accueillir et nous sommes sûrs de pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre. Eh bien, On écoutez, trouvera une solution euh, pour tout le monde. bravo, bravo en tout cas à vous. D'abord parce que le nom est super bien trouvé, même s'il n'y a pas que les bistrots dans le domaine de la restauration collective. Mais Oui, quand on dit bistrot, c'est Ah bistrot ben on au est bien sens d'accord, large. on est tout à fait d'accord. Non, non, mais Au sens large. je plaisante en disant ça. Oui, Félicitations, bravo à ceux qui ont été les initiateurs de cette formidable plateforme. Et puis merci pour eux. félicitations aussi aux clients qui Oui, croient ah au oui, oui, commerce oui. de proximité, qui Merci à croient à leur eux. Oui, établissement. Ça, c'est ah oui, extraordinaire merci de pour voir ce ça. soutien. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Joël. Et puis, alors, vous, dans la Drôme également, prenez soin de vous, évidemment, et des personnes qui vous sont chères. Mille merci, Eric. J'embrasse le Béarn. Bonsoir, le Béarn. Voilà, eh bien écoutez, le Béarn vous renvoie ce bonsoir. Merci beaucoup à vous, Joël. J'aime mon bistrot. On va rester dans le domaine, on va rester dans le domaine de la restauration maintenant, avec un établissement qui fait partie des établissements que l'on connaît bien ici dans dans le secteur. C'est le comptoir d'essence. Jérémy Hernandez est le patron du comptoir d'essence. Et sans transition, il est avec nous en ligne. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Merci beaucoup d'être là. Alors, merci à vous. Ouais. vous, comme tout le monde, mois de mars, on ferme tout. Par contre, pour Pâques, hop, on fait une opération résurrection, entre guillemets, de formule, mais avec des plats emportés qui viennent de prendre lieu et place de la traditionnelle convivialité qu'il y a chez vous. C'est ça, ouais. Ben, en fait, nous, en tant que restaurateurs, mais aussi en pensant aux clients de ne pas pouvoir fêter Pâques comme ça se fait habituellement, on s'est dit, mais pourquoi on marquerait pas le coup en faisant un petit menu sympathique à coût réduit Ah oui? pour marquer les vêtements et en fait, ça a bien pris. On a fait plus de menus que ce qu'on pensait, alors on s'est demandé si on n'allait pas continuer avec de la vente à emporter. Et la mairie aussi qui nous conseillait de rester dans cette dynamique. Et donc depuis le week-end de Pâques, on est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, on voit y compris aujourd'hui, d'ailleurs, le menu du jour que vous avez proposé, alors qu'il fallait réserver évidemment par anticipation, mais muffins Ouais, au jambon, ouais. merlu, linguine au sucre de poisson, crémeux de carottes épicées au gingembre, marbré rhum chocolat. Bon, rien qu'en lisant ça à cette heure-ci, ça donne envie et ça donne faim, évidemment. Très concrètement, il a fallu aussi s'équiper pour pouvoir servir ce menu de conditionnement pour les produits, etc. Qu'est-ce que Eh oui, oui. il a fallu se mettre en... Vous avez trouvé des fournitures, etc. facilement, plus des produits, des matières premières? Alors ouais, j'arrive à en avoir petit à petit. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de demandes de la part de tous les restaurateurs. Donc on commence à avoir du mal aujourd'hui à avoir des contenants. Ah oui. Et bah, au niveau de la marchandise, moi je suis pas difficile, je prends ce qu'on me propose à partir du moment où c'est de la qualité, quoi. Donc je m'adapte. S'adapter. S'adapter, c'est d'ailleurs vraiment le maître mot là, hein, en ce C'est moment. ça. Vous avez normalement là, le comptoir d'essence, vous êtes combien là dans l'établissement? On est deux en service et deux en cuisine. Et aujourd'hui, pour faire tourner là, cette nouvelle forme, je dirais, de commerce, vous êtes combien? Eh bien moi du coup je suis tout seul en cuisine. Ouais. Donc je fais ma mise en place, les services. Et les jours où il y a les menus du jour où il y a le plus de monde, mercredi, vendredi et dimanche, ma femme est à la caisse du coup et donne les paniers aux clients, quoi. Oui, c'est ça, parce que là, j'ai parlé du conditionnement d'abord, mais après, il y a toute la logistique pour servir les Eh clients oui, dans oui. une sécurité à la fois pour eux, mais aussi pour vous. Et pour nous, ouais, oui, c'est sûr. En fait, on s'est organisé, on a fait un sens de circulation, comme on a deux portes d'entrée. Donc il y en a une qui fait office d'entrée, une de sortie. Ouais. On a collé des tables pour faire en fait un poste pour déposer les paniers repas. Ouais. Et le client, on lui demande à l'avance de préparer son règlement. Donc on évite par exemple de rendre la monnaie, donc on demande l'appoint ou un chèque. Et il le pose sur le comptoir, il prend son panier et il peut sortir, quoi.
Et aujourd'hui, ces clients qui sont les vôtres, ce sont principalement des clients qui vous connaissez au préalable et avec qui vous avez conversé sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ou est-ce que Ouais. finalement, il y a aussi des nouveaux clients? Il y a beaucoup de nouveaux clients, mais de Larouin même. Ah oui, C'est-à-dire que ça doit être des personnes qui passent devant chez nous tous les jours et qui doivent se dire faut qu'on s'arrête un jour. Et puis bah, là, c'est vraiment l'occasion, quoi. et là, ils s'arrêtent pas longtemps pour le coup, malheureusement, mais ils s'arrêtent quand même. C'est formidable ça. Ben, c'est ça, mais au moins ils découvrent quand même notre cuisine, quoi. Oui. À votre avis, cela dit, enfin, vous m'arrêtez quand vous n'avez pas envie de me répondre, mais évidemment que ça ne remplace pas le revenu normal hein, d'un restaurateur dont on sait déjà la difficulté qu'il a à pouvoir avoir des marges hein, correctes, hein, très, très, très souvent. Ce système-là, aujourd'hui, il peut vous permettre de continuer à fonctionner même en mode dégradé assez longtemps. Est-ce que c'est viable, même sur un autre modèle économique? Non, ce serait pas viable sur plusieurs mois. Oui, Disons qu'aujourd'hui, nous on a la chance, on a la mairie qui nous aide beaucoup au niveau des loyers déjà. oui. Donc Oui, après, parce il y que a vous, l'État le qui... propriétaire, c'est la mairie. Le propriétaire, c'est la Oui, mairie. voilà, Vous oui. êtes Je suis en, d'accord. en location D'accord. pour les murs. Je parle des donc murs, ça hein, je appartient à parle la des mairie. murs, hein, je parle pas de votre entreprise. Voilà, mais des murs, Les voilà. murs, oui, ça appartient à la mairie. D'accord. Donc ils nous font cadeau là des loyers, donc ça nous aide énormément. Après, bon, il n'y a pas le personnel, donc. Mais Mais bon, il n'empêche, quoi. Il n'empêche. Hein, je dis ça parce que on entend maintenant d'autres personnes qui disent oui, mais oh, ça y est, ils marchent bien, ils ont ouvert, c'est noir de monde, il y a des queues, etc. Je ne parle pas que de chez non, vous. non, parce Je parle que d'ailleurs, mais comparant ce qui est les comparable, quoi. Comparant ce qui est comparable, quoi. nous, là, en fait, bah, il y a le prix déjà des contenants Bah, bien sûr. qui coûtent assez cher. Mais nous, en fait, on a décidé de jouer le jeu dans cette période d'entraide, de baisser tous nos tarifs. Et oui, parce que c'est pas cher du tout, là, parce qu'on affichait là tout à l'heure, entrée, plat, dessert, c'est 12 euros simplement. C'est 12 euros, ouais. Et après, vous avez des burgers et des tapas, hein, c'est ça, tous les Et jours le en burger, plus. on le fait 5 euros de moins qu'à la carte, Ah oui, habituellement. ah oui. Et on a baissé nos tapas de 2 à 3 euros. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, Pour permettre justement bah, d'être plus accessible. Enfin, même si à la base, on n'est pas cher. Mais permettre aux gens aussi nous, de pouvoir tenir un peu plus et aux gens de pouvoir se faire plaisir sans se ruiner aussi, quoi. oui, bien sûr. Et puis là, par rapport à la fameuse phrase qui, vous savez, a conditionné la restauration depuis le milieu des années 80, le fameux service compris que l'on a, Oui. en France, là c'est une autre forme de service. Hein, ça n'a plus la même valeur, là. Enfin, ça n'a plus la même valeur, ça n'a plus la même signification, le mot service compris. Ah oui, oui, c'est sûr, ouais. Vous avez. Ouais. Alors, là, les menus sont préparés. Combien, faut réserver combien de temps à l'avance? La veille pour le lendemain, ça suffit? Ouais, même 2 jours avant, parce que ça. C'est plus confort 2 jours avant, quoi. Hein, c'est ça, 2 jours avant. Ouais, parce qu'on peut pas je peux pas produire de grosses quantités tout seul. Et pour éviter les pertes aussi De matières premières, de bien sûr. marchandises, je me limite à 25 repas, 25 menus du jour. 25 menus du jour. Très bien. Alors, on va rafficher une nouvelle fois votre page Facebook ou bien votre compte Instagram parce que vous êtes présent sur Facebook, sur Instagram. Et puis, je vais vous laisser donner le numéro de téléphone également auquel on peut vous joindre. Oui, alors c'est le 05 59 68 48 81. 05 59 68 48 81. Et donc sur Facebook, on vous trouve sous comptoir d'essence Larouin. Ah oui, comptoir d'essence Larouin, parce que des comptoirs d'essence, il doit y en avoir dans la France entière. C'est comme le bar de la Poste, quoi, hein, peut-être. Mais en tout C'est cas, ça. ici à Larouin, il n'y en a qu'un. Il est unique, il est formidable. Et comptoir d'essence Pau, parce que évidemment, là, c'est plus simple pour retrouver, je dirais, dans la grande Ouais. région. C'est ça. Eh oui, c'est ça, oui. Très bien, merci Oui, oui. beaucoup. Et puis c'est vrai Merci que à pour vous. ceux qui sont sur la route, là, Jérémy, on trouve facilement on visualise facilement où se trouve le comptoir d'essence. Ouais, c'est indiqué, on avait mis pas mal de panneaux, donc. C'est ça, on les trouve très facilement. Merci beaucoup à vous. Nous étions à La Rouen avec Jérémy Hernandez, au comptoir Merci à d'essence vous. qui se bouge. Et bravo, je le dis encore une fois, souvent, bravo à tous ces restaurateurs, bravo à tous ces professionnels qui, malgré tout, contre vents et marées, sont là pour essayer de poursuivre cette activité. D'abord pour le plaisir des consommateurs, pour le bien-être, mais aussi parce que derrière, il y a des réalités économiques, il y a des réalités en matière d'emploi qu'il faut garder, il faut garder le cap et ne pas penser que les aides suffisent
suffisent. Il faut se prendre en main son destin, réinventer de nouvelles façons de travailler, de séduire, de rendre service. Parce que rendre service, c'est bien ce qui est dans l'ADN de toutes les entreprises. Donc un grand bravo et on sera là pour continuer à faire le marchepied à toutes celles et à tous ceux qui en ont ainsi besoin. On va essayer de garder le moral tout en restant confiné parce qu'il nous reste quelques jours à rester confinés encore à la maison et oui, à être prudent. Là, on a des longs week-ends qui arrivent, mais restons concentrés jusqu'au bout si on veut que l'on puisse avoir des grands cartons verts et pas qu'autour de nous. Restons concentrés, restons vigilants, restons prudents et en attendant, faisons du sport. Voici l'exercice du jour avec la section paloise dans notre section Gardons le moral. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurence Abiranse, joueur avec la section paloise. J'espère que vous êtes bien. Je sais que c'est un très dur temps pour tout le monde, mais aussi c'est un bon temps pour passer le temps avec votre ami et votre famille chez vous. Aujourd'hui, je vous montre l'exercice pour faire chez vous. Bonjour, cet exercice c'est le Mountain Walker. Alors, pour réaliser le Mountain Climber, mettez-vous en position de pompe. Réalisez des va-et-vient de chaque appui uniquement en contact sur les pointes de pied. Vous devez conserver l'alignement des appuis jusqu'à la tête. Bien sûr, vous pouvez faire varier le rythme selon votre confort. Vous pouvez réaliser une série de 15 minutes avec 45 secondes de travail alternée avec 45 secondes de récupération. Soyez sûr d'être bien échauffé, de conserver l'alignement de la tête jusqu'aux appuis et d'adopter un rythme de confort. Et un immense merci à nos amis de la section paloise d'avoir assuré, de continuer à assurer d'ailleurs ces exercices du jour, de nous les avoir partagés. Un grand merci à eux. Si vous souhaitez vous occuper intelligemment chez vous, vous savez que vous avez le site internet de la ville de Pau, toujours à votre disposition, pau.fr. Ça fait partie de tous ces dispositifs de la ville à vos côtés qu'on affiche ici très régulièrement pour celles et ceux qui sont de Pau. Vous savez que vous avez plusieurs autres plateformes du côté de la communauté commune de Lac Orthez. On est extrêmement dynamique également. Il n'y a pas que là, mais en tout cas, Pau, vous le savez, sur pau.fr, vous avez non seulement tous les renseignements concernant tous les numéros utiles, tout ce qui a été mis en place au moment du confinement, tout ce qui va être mis en place au moment du déconfinement maintenant, avec dans quelques jours, vous le savez, la distribution des masques pour toute la population. Hier, on a parlé de la distribution des masques avec le maire de Lons également qui était à nos côtés, mais dans chaque ville, il y a des organisations spécifiques et tout ça, vous le retrouvez sur pau.fr. Voici l'heure à laquelle nous en continuons à parler restauration, décidément. Alors je sais bien que le programme aujourd'hui est assez particulier, parce qu'on a parlé d'un côté d'abstinence et de l'autre côté on parle à l'inverse de gastronomie. Je vous le disais, c'est en quelque sorte la vie, la mosaïque de la vie, avec chacune et chacun son rythme, la façon dont il se situe aujourd'hui. En tout cas pour celles et ceux qui veulent cuisiner à la maison, il y en a qui font des crêpes très facilement, puis il y en a qui ont besoin de tutos. Heureusement, le chef d'Adéquat Traiteur est là pour nous donner ses tutos. Allons-y. Bonsoir le Béarn. Alors ce soir je vais vous faire une recette que j'ai déjà fait sur un live pour O-Event. Donc c'était la recette des Crispy Chicken. On a reçu pas mal de messages pour nous demander de la refaire en vidéo parce que du coup on l'avait pas enregistrée. Donc voilà, je vous la refais. C'est une recette très simple qui est adaptable et vous pouvez remplacer la volaille par ce que vous voulez. Vous pouvez paner du poisson. En fait c'est pour la panure à l'anglaise, surtout que je vous ai montré cette technique. C'est très ludique à faire avec des enfants, donc voilà, n'hésitez pas à leur faire mettre la main à la pâte, ils seront très contents et en plus c'est une recette qui va leur plaire, vous verrez. A tout de suite. Alors pour les ingrédients, il nous faut donc un blanc de volaille bio. Là j'ai écrasé déjà une gousse d'ail, donc ça je l'ai montré plusieurs fois en vidéo, vous n'hésitez pas à regarder les autres pour voir la technique. Ici on a un œuf battu, un petit peu de farine, et là j'ai mixé des cornflakes nature, voilà.
Donc par rapport à la technique proprement parler, donc on va passer la volaille donc dans la farine pour absorber l'humidité qui est en surface. On va ensuite la passer dans l'œuf qui va venir se coller sur la farine et l'empoisser. C'est ça qui va faire la croûte lors de la friture. Et on le panne ensuite donc avec l'œuf dans une chapelure. Donc là, moi j'ai pris des cornflakes, ça peut être du pain rassis, on peut même ajouter de la brioche pour un côté plus gourmand. Voilà, il faut vraiment laisser son imagination prendre le dessus à ce moment-là. Dans la farine, c'est aussi intéressant de rajouter un épice. Moi là par exemple, je vais rajouter un peu d'herbe de Provence pour le côté provençal avec l'ail. Et c'est très important lors de la friture que l'huile soit vraiment très chaude. C'est ça qui va permettre en fait de saisir tout de suite la panure et de créer une carapace qui va empêcher l'humidité de la volaille ou du poisson qu'on va frire de s'évaporer et garder donc toute la jutosité et toute la tendreté du produit. Alors donc là on va venir faire des sticks. Il faut que ce soit quand même assez épais pour que ça puisse garder le moelleux en fait, hein, sinon ça va cuire trop vite et ça va sécher. Voilà, donc on va venir les passer dans notre farine. Les enfants seront très contents de faire ça avec les doigts. On vient le passer dans l'œuf. On enlève l'excédent, hein, ça sert à rien qu'il y en ait trop. Et on vient le passer dans notre chapelure. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Faut pas hésiter à bien charger la farine en épices. C'est ça qui va donner du goût. Moi je les ai pas beaucoup salés parce qu'en fait on va les saler après cuisson. Le sel a un effet hygroscopique, ça va permettre d'absorber l'huile en fait résiduelle à la surface du produit. Voilà pour la recette des crispy chicken, donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez vous régaler. N'hésitez pas à varier les épices et varier les assaisonnements comme vous voulez. Vous pouvez accompagner avec une petite mayo qui va bien avec. Là par exemple, ce serait le coup de faire un petit aioli ou quelque chose comme ça. Pour la saveur provençale. Donc, je vais vous montrer quand même. On va en goûter un. Parfait. C'est de la balle. C'est de la balle, à l'effet. Ça a l'air. Merci à nos amis d'Adéquat Traiteur, 2 fois par semaine. Ils nous offrent une petite recette fort sympathique. Et celle-ci, en effet, elle avait l'air d'être de la balle. Alors, les enfants de la balle, c'est aussi comme ça qu'on appelle souvent les artistes. Ils nous rejoignent dans cette catégorie homme culture régulièrement. Là, on va parler d'artistes avec des petites vidéos qu'ils réalisent sur Facebook où 2 petites souris se parlent du confinement. Ça s'appelle le retour des souris sur Netflix. Donc, on va découvrir cela et on va rejoindre la compagnie du théâtre Passage. Ce sont des professionnels qui, depuis 30 ans, travaillent avec eux par téléphone. Nous allons échanger avec eux et nous allons pouvoir les découvrir avant que, dans un premier temps, nous découvre les petites vidéos qu'ils réalisent et qui sont postées sur Facebook, ce théâtre Passage, dont nous parlerons ensuite avec Jimmy et avec Sylvie, qui forment un couple à la scène, comme sur les planches et que l'on a au téléphone d'ores et déjà. Alors, Sylvie et Jimmy, est-ce que vous m'entendez? Oui, on ne vous voit plus, mais on vous entend. Oui, vous ne nous voyez plus, mais vous entendez. Donc, on va faire comme ça déjà. Aujourd'hui, on est fâché avec les réseaux. C'est le 1er mai, dans le principe. Il doit y avoir une forme des grèves de réseau, que voulez-vous. Mais au moins, le téléphone fonctionne. Avant de découvrir vos vidéos, parce que c'est quand même mieux de commencer par là, présentez-moi, s'il vous plaît, Jimmy, le théâtre Passage. Le théâtre Passage, c'est 30 ans d'existence, de professionnelle,
marionnettes. Voilà, avec, il y a eu jusqu'à 4-5 personnes. Puis il y a eu des problèmes d'intermittence en 2003, et donc on s'est retrouvé à 2, et on continue donc le travail. Voilà, donc après c'est pas mal de spectacles, une bonne quinzaine en 30 ans. On a joué un peu partout, dans le sud-ouest, en France, à l'étranger, dans différents pays, voilà. Et actuellement, on était à nos débuts sur Lons, puis longtemps à Billère, et puis depuis quelques années à Oloron, où nous avons donc une petite salle qui est l'ancienne mairie Sainte-Marie, voilà, mise à disposition par la mairie d'Oloron. Et aux vacances, Oui, allez-y, on vous écoute. donnons des représentations, voilà, pour les enfants en vacances et les parents et grands-parents qui sont avec. Et voilà. Et en ce moment, on devrait y être. Et voilà. Eh oui, en ce moment, vous devriez y être. Alors, malheureusement, c'est pas le cas, et il y a encore beaucoup de doutes sur le moment où vous allez pouvoir y être, justement, parce qu'il y a non seulement ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'on pourra faire demain, en plus, qui rajoute évidemment au questionnement. Et donc, vous avez décidé d'être un peu présent également sur Facebook dans la période pour remplacer cette présence physique. Ben oui, c'est ça. On a cogité ça un peu dans notre petite tête. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que il faut rester en contact avec notre public et puis les gens un peu partout. Et donc, on a eu cette idée de ces 2 petites souris un peu bébêtes quand même, et qui font des petites blagues courtes, voilà. Donc voilà, on teste ça sur les petits enfants, les nôtres. Oui, c'est les vôtres petits-enfants, c'est le premier public finalement, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Donc on teste sur eux pour voir si ça fonctionne, et après on met ça sur Facebook, etc. Voilà. Mais on a aussi une vidéo de Polichinelle, donc qui est un peu notre personnage fétiche au sein de la troupe. C'est lui qui nous a emmenés un petit peu dans différents endroits, différents pays. Et donc, il y a peu, on a mis donc la vidéo entière du spectacle, voilà, qui est sur YouTube. Et donc, il suffit de taper Polichinelle, passage, comme les enfants passage, et puis on doit tomber dessus, et en principe passer une quarantaine de minutes à sourire. Ça, voilà. C'est bien. Alors nous, on va commencer par regarder une petite vidéo postée sur Facebook. On va retrouver vos souris, si vous voulez bien. Et avant de nous parler du confinement, on commence par ça, on regarde le petit sujet et on revient juste après, d'accord? Ça marche. Allons-y. Eh oh! Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais du télétravail. Ah! Et qu'est-ce que c'est le télétravail? Eh ben c'est ça, tu passes à la télé. Oh! Et moi, je peux faire aussi du télétravail À suivre sur Facebook. Bon, c'est très bien. Aujourd'hui, on est vraiment fâché avec les connexions. L'épisode est un peu plus long. La chute n'est pas comme ça, évidemment. Et puis, vous avez également donc le spectacle Atchoum, parce que c'est ça le nom du spectacle que vous mettez également sur votre chaîne YouTube. Oui, il y a un petit extrait pour donner envie, voilà. Alors, Atchoum, ça aurait presque été de circonstance. Oui, dans un autre monde, la fin là, c'est Atchoum dans sa manche, quoi, qu'il faut arriver à faire. Oui, c'est Atchoum dans ta manche, voilà. Ça, on n'avait pas prévu le coup, là, comme ça, voilà. Atchoum, c'est un spectacle pour les petits-enfants, les tout petits, mais ça plaît aussi aux plus grands, et de toute façon, nos spectacles sont quand même très famille, voilà. Donc, mais ça s'adresse aussi vraiment aux petits. Et voilà. Et donc c'est une petite sorcière qui, pour la première fois de sa vie, a un rhume. Alors elle essaie de se reposer, mais malheureusement, tous ces animaux de compagnie, tous un petit peu bizarres, des chats bleus, des hiboux, des araignées, etc., vont l'empêcher un petit peu de dormir, voilà, parce qu'elles chantent, elles font du bruit, voilà. Donc eh bien, on va découvrir. Voilà un peu l'histoire. Une histoire très simple, mais qui utilise par moments la lumière noire.
Voilà. Ah, très bien. Alors, on va découvrir un petit extrait de ce spectacle qui fait partie de la grande collection de spectacles que vous avez fait, puisqu'il y a Chez Mémé, il y a Petit Hibou, il y a L'amour des deux oranges, il y a Le fantôme blanc, j'en passe, et des meilleurs. Voici donc l'extrait du spectacle Atchoum. Regardez. Agathe est une petite sorcière aux yeux couleur d'agate. Qu'est-ce que c'est, une agate? L'agate est une pierre semi-précieuse. Et quelle est la couleur de l'agate? Ça dépend. Bleu, vert, jaune, rose. L'agate est changeante. Agathe, la petite sorcière aussi. Agathe a su qu'elle était une petite sorcière lorsque sa maman lui a offert son premier animal de compagnie, un hibou blanc. Depuis, elle a eu 2 chats bleus, 3 araignées jaunes, 4 crapauds grenouilles rouges, 5 souris vertes et 6 serpents siffleurs à sornettes orange. Les sornettes? Non, les serpents. Agathe est une petite sorcière, toujours de bonne humeur. Youpi! Youpi, youpi, youpi! Youpi, youpi! Sauf quand elle ne l'est pas. Et quand n'est-elle pas de bonne humeur? Suspense, donc, quand n'est-elle pas de bonne humeur? Tout le reste, tout votre univers, hein, on peut le retrouver en digital, mais c'est vrai que rien ne vaut évidemment d'être au cœur d'une salle pour entendre les rires, les partager, et puis quelque part vivre l'expérience du théâtre, parce que c'est ça qui vous anime depuis des années, cette espèce de partage de passion quelque part. Hein. Oui, complètement. C'est ça, une passion. Et d'ailleurs, même Agathe a fait quelques émules, enfin au moins une toute petite de 2 ans qui, maintenant qu'elle éternue, elle dit « Atchoum Agathe ». Mais tout à fait. Voilà qui est une bonne nouvelle. Est-ce que vous arrivez je ne vais pas dire profiter parce que c'est vraiment pas le bon mot, mais en tout cas à avoir dans cette période le temps également de créer, de vous consacrer finalement parfois à ce qu'on n'a pas le temps de faire dans le quotidien, mais à laisser libre cours à votre créativité. Pour la suite. C'est un peu délicat effectivement, parce que souvent quand on crée quelque chose, nous on a l'idée de ce qu'on va en faire après, tout ça, etc. Et là, la période est tellement incertaine, mais néanmoins, les petites souris, ça c'est de la création, parce que on se tracassait de savoir comment on pouvait rester en contact de manière amusante avec les gens qui nous connaissent et puis d'autres, parce que finalement, on se rend compte que comme tout le monde est confiné, ça circule beaucoup. Donc, on s'est dit, tiens, on va offrir ça aux gens, à qui a envie, qui veut passer un bon moment. Voilà, même très court, mais bon, une petite rigolade, ça fait toujours du bien. Absolument, vous avez raison de le dire. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez un personnage fétiche auquel vous aimez, auquel vous tenez, particulièrement? Non, tous. Tous, vous êtes tous attachés à eux, C'est une grande famille, tous les personnages qu'on manipule. Parce qu'il faut savoir que c'est Sylvie qui fabrique, donc elle est attachée à tous. Ah ben oui, comme à ses enfants finalement, c'est ça Sylvie? C'est ça. Combien ça prend d'ailleurs? Oui. Combien ça prend la fabrication? La chose qui est mieux qu'avec des enfants, c'est qu'ils ne transmettent rien du tout, sain ou pas sain. C'est vrai. c'est vrai, on peut dire ça comme ça, c'est vrai. Combien de temps ça prend, alors non pas de créer dans le sens imagination, mais de concevoir la marionnette elle-même? Le temps. Combien de temps? Le temps, mais vous n'y pensez pas. Ça n'a pas de, ça ne se quantifie pas. Ça ne se quantifie pas, c'est ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est comme
le vieux sketch de Fernand Reynaud avec le fût du canon, c'est un certain temps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, on espère que le temps sera le plus court possible pour se retrouver et pour retrouver la magie du spectacle vivant, que ce soit pour les grands, que ce soit pour les enfants, parce que le trait commun, le point commun, quelle que soit la façon de l'exercer, c'est le plaisir d'être ensemble, d'entendre des rires pour les uns, de provoquer des larmes pour les autres, bref, de susciter de l'émotion. Et c'est bien ça qui nous manque aujourd'hui, c'est cette émotion-là. On en a plein des émotions contradictoires en ce moment, mais cette émotion-là que permet l'expression artistique dont vous êtes de formidables défenseurs et de formidables acteurs au sens premier du terme. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est toujours une merveille pour nous de voir arriver les tout petits enfants qui quelquefois veulent pas rentrer, qui ont peur, etc. Et quand ils arrivent à rentrer, quelquefois ils sont pas rentrés, même la première fois qu'ils sont venus, ça n'a pas marché. Mais la deuxième fois, ils ont fini par rentrer. Ils ont fini par apprécier et puis ils repartent. Alors quand on est au petit passage, ça s'appelle comme ça, au petit passage à Oloron, eh bien en fait il y a deux salles, la salle de spectacle et la salle d'exposition. Et au début, s'ils n'ont pas voulu rentrer dans la première salle parce que les marionnettes les effraient un petit peu, à la fin du spectacle, ils vont dans la première salle sans aucun problème, avec le sourire aux lèvres et ils regardent partout. Et ça, ben oui, ça c'est gagné quoi pour nous. Eh bien, on espère qu'on va retrouver ce sentiment très très vite. Merci à vous, je vous embrasse tous les deux. Merci d'avoir été avec nous en liaison pour cette émission spéciale du 1er mai, tout à fait particulière, avec des sujets, des interviews très variées. À très bientôt. Oui, à bientôt et merci. Merci à vous. Chers amis, on va se retrouver demain dans la configuration normale de Bonsoir le Béarn, je l'espère, avec des connexions qui seront moins capricieuses que ce jour du 1er mai. Remarquez peut-être que vous avez été nombreux à répondre aux sollicitations faites par les uns et les autres de manifester de façon très différente pour ce 1er mai, de façon digitale. Quoi qu'il en soit, nous serons là au rendez-vous, tout comme nous serons là jusqu'au 15 mai, avec cette émission quotidienne qui n'a qu'une vocation, qu'une ambition, celle de nous permettre, vous et nous, de rester en lien, de le renforcer, y compris dans ces périodes où il faut qu'on conserve la distanciation sociale dans le sens de la distanciation physique. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain à 17h. Salut!